Bienvenue à tous. On laisse quelques secondes pour les derniers participants pour se connecter et pour s'installer pour cette table ronde autour de la question c'est quoi une grande école. Je profite des derniers arrivés donc pour me présenter. Je suis Laurent Champagnat, je suis le président de la conférence des grandes écoles et mon vrai métier c'est de diriger une école d'ingénieurs qui s'appelle Arts et Métiers. Et je suis entouré pour cette table ronde de personnes que je vais présenter après, qui s'occupent de recrutement, et puis de deux étudiants qui, eux, s'occupent d'animation étudiante dans nos campus de grandes écoles. Et à nous cinq, on va vous parler de ce qu'on peut faire dans une grande école et répondre à vos questions. Alors, quelques slides pour présenter de manière générale ce que sont les grandes écoles. Les grandes écoles de la conférence des grandes écoles, elles sont 230 au total, assez différentes, je vais en parler après. Elles proposent des formations d'excellence avec des diplômes qui vont du bac jusqu'au doctorat, et avec la caractéristique que toutes elles proposent des diplômes au niveau master à bac+5. Des grandes écoles, ça existe depuis très longtemps. C'est un des très vieux systèmes d'enseignement de la France qui côtoie le système universitaire. Il y a différents types d'écoles. Il y en a des privées, il y en a des publiques. Et au sein de la conférence des grandes écoles, vous allez trouver beaucoup d'écoles différentes. Des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et de commerce, mais aussi des écoles d'architecture, des écoles de sciences politiques, de journalisme, des écoles d'art, des écoles de design, ou encore des écoles de la défense et des écoles vétérinaires. Donc, beaucoup d'écoles différentes qu'on peut parfois combiner ensemble sous forme de double diplôme. On pourra répondre à des questions si vous en avez sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on rentre dans une grande école? Alors, on peut rentrer après le bac. Il y a à peu près 20% des étudiants de ces grandes écoles qui rentrent après le bac dans Parcoursup. Donc, j'ai avec moi Astrid Ouatelier qui nous présentera comment se passe le recrutement des Parcoursup. On peut y rentrer aussi après une classe préparatoire. Et j'ai avec moi Claudie Dussap qui s'occupe du recrutement dans les écoles d'ingénieurs qui pourra vous parler de cette filière-là. Et puis, il y a aussi 40% de nos étudiants qui rentrent sur des filières différentes après une formation en bac+2 ou en bac+3, BTS, IUT, BUT, bachelor de nos écoles pour certains, ou des parcours internationaux. Les grandes écoles sont sélectives, mais elles sont ouvertes à tous les étudiants qui sont motivés. Il y a pas mal de place pour vous tous dans nos écoles. Elles offrent des coûts d'études qui sont variables, qui peuvent être gratuits quand les écoles sont publiques, un peu plus chers quand elles sont privées, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'obstacle technique sur la question du financement pour rentrer dans nos écoles, parce qu'il y a de nombreux systèmes de financement, des questions des systèmes d'exonération de droits de scolarité si vous êtes boursier, des questions des attributions de bourse ou l'utilisation de l'apprentissage ou en étant salarié d'une entreprise en alternance, vos études sont payées et vous êtes payé par l'entreprise. Les grandes écoles partagent un ADN commun qui est leur lien avec les entreprises et avec la recherche, des enseignements d'excellence avec une connexion via des stages pour les entreprises, une forte ouverture à l'international avec à la fois de la mobilité académique, mais une présence importante d'étudiants étrangers dans nos campus, une vie associative et culturelle et sportive qui est extrêmement riche. Et nous avons avec nous deux étudiants du Bureau national des élèves ingénieurs qui rassemble l'ensemble des bureaux d'élèves de ces écoles d'ingénieurs qui pourront vous parler de ces parties-là, mais aussi de l'expérience de vie dans les grandes écoles, et puis des valeurs et des défis communs, en particulier en ce moment sur les questions, sur les sujets environnementaux et les sujets sociétaux. L'insertion professionnelle en sortie de nos écoles est excellente. Nos diplômes sont vraiment des véritables passeports sur l'avenir. Excellente à la fois sur les niveaux de rémunération, sur les conditions d'emploi. 80% de nos étudiants sont employés en CDI, et surtout sur la vitesse d'accès à l'emploi. 9 diplômés sur 10 est embauché dans les moins de 6 mois, et une grande partie d'entre eux sont embauchés avant même la fin de l'école. Nos diplômés, les diplômés de nos écoles sont très recherchés par les entreprises, quel que soit le type d'entreprise en France ou à l'étranger. Et donc, au final, une grande école, c'est un écosystème extrêmement riche avec de nombreuses passerelles entre les écoles, de systèmes de double diplôme, entre
des écoles d'ingénieurs, des écoles de managers, des passerelles vers l'université, vers ces masters, vers des parcours internationaux, vers des doctorats. Alors, un écosystème complet qui vous attend et pour lequel on va maintenant, je passe la parole à Astrid, se focaliser un petit peu plus sur comment on y rentre, et en particulier autour de Parcoursup. Astrid, je te passe la parole. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Astrid Watelier. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des écoles post-bac en général, puisque je représente un des concours qui vous permet d'accéder à ces écoles, qui est le concours Puissance Alpha, avec 17 grandes écoles d'ingénieurs sur Parcoursup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans Parcoursup? Quand vous voulez faire une grande école d'ingénieurs post-bac, il faut savoir que c'est des cursus en 5 ans. C'est en général composé de 2 ans de ce qu'on appelle des classes prépa intégrées et 3 ans de cycle ingénieur. Ces deux premières années ont une tendance à être plus globale, plus générale. Et puis, dans votre cycle ingénieur, vous pourrez aller trouver la spécialisation qui vous intéresse le plus selon l'école que vous avez choisie et selon les propositions que va vous faire l'école. L'idée, c'est de savoir comment on y rentre. Toutes ces grandes écoles aujourd'hui, c'est via Parcoursup, puisque c'est post-bac. Donc, tout ce qui est post-bac et qui est référencé en diplôme de qualité, ça passe par Parcoursup. Dans Parcoursup, vous allez trouver plusieurs concours communs et quelques écoles qui sont encore en indépendant. Il faut comprendre que ces concours communs représentent un seul vœu. Déjà, vous ne savez pas aujourd'hui que sur Parcoursup, vous avez le droit de faire une dizaine de vœux. Et si vous choisissez un concours commun, peu importe le nombre d'écoles que vous allez ensuite aller sélectionner dans votre choix sur Parcoursup, ça ne comptera qu'un seul vœu. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante à vraiment enregistrer, un vœu dans Parcoursup. Si vous voulez, si vous voulez sélectionner plusieurs concours, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas non plus de connaissances. Il y a des élèves qui régulièrement nous demandent est-ce que si je sélectionne 2 ou 3 concours, les uns et les autres vont savoir ce qu'il en est et ça va m'être préjudiciable? Pas du tout. De même, au sein même d'un vœu, si vous choisissez toutes les écoles entre elles ne savent pas que vous avez choisi l'autre. L'objectif de ces concours communs que vous trouvez dans Parcoursup, c'est de vous permettre de vous faciliter la vie. C'est un facilitateur et c'est loin d'être aussi compliqué que ce que l'on peut imaginer, bien au contraire. Donc, vous vous inscrivez dans Parcoursup, vous faites un vœu pour plusieurs dans le domaine qui vous intéresse et ensuite, vous avez une sélection qui est faite au mois d'avril-mai et vous avez votre réponse définitive en juin. Ce que j'aimerais noter aujourd'hui dans Parcoursup et dans les écoles post-bac, c'est un peu la différence que vous pouvez trouver par rapport à un système classique post-prépa. En post-prépa, on vous en parlera mieux tout à l'heure, c'est un même système pour tout le monde, épreuve écrite, épreuve orale. Dans Parcoursup et dans les sélections post-bac, ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est que vous allez trouver ensemble des solutions différentes selon le profil que vous avez. Alors, on me fait signe que le son est très mauvais, donc je vais essayer de faire en direct live les écouteurs. On va voir si ça arrange les choses. Sinon, vous ne m'entendez pas bien. Alors, ça s'appelle être en direct, comme on dit, ne bougez pas. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va voir si maintenant vous m'entendez mieux. C'est bon, on t'entend. Voilà, alors je reprends. Sur Parcoursup, je disais donc la différence dans post-bac, c'est que vous avez des possibilités d'admission qui sont complètement différentes d'un concours à une autre. Ce n'est pas formaté. Il y a toujours une sélection, mais cette sélection peut être faite soit sur dossier, soit sur épreuve écrite, soit sur oral, soit sur une combinaison de ces moyens de sélection. Donc déjà, c'est une diversité et ça va être à vous de voir, quand vous allez choisir un concours dans Parcoursup, quelles sont ces modalités et dans lesquelles aussi vous êtes parfois le plus à l'aise. Deuxième chose, ce ne sont pas… Alors évidemment, là, aujourd'hui, on parle d'école d'ingénieurs. Donc, si vous n'avez pas, et si vous n'avez pas les sciences,
ça va être compliqué. On est d'accord qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont des EDS et des spécialités scientifiques. Néanmoins, encore une fois, il y a des profils divers qui sont acceptés dans les écoles post-bac. C'est-à-dire qu'il y a des profils bac techno, il y a des profils d'étudiants qui ont passé le bac les années précédentes, il y a des profils de gens qui ont aussi parfois qu'une seule EDS scientifique. Ça, c'est plus rare, mais ça existe aussi, puisque ensuite, on va aller tester votre motivation, ce que vous en êtes, ce que vous faites, et il y a un nombre de places qui vous est attribué. Et puis ensuite, il y a les profils plus classiques de gens qui ont fait maths et un autre DS scientifique, c'est-à-dire physique, chimie, NSI, SI, SVT ou physique, chimie et c'est les 4. Je les ai toutes citées, excusez-moi. Voilà. Donc, ce que je veux... En fait, Astrid, je crois que ton micro ne marche pas. Il faut juste que tu sois proche de ton écran. En fait. Je crois que c'est juste ça. Alors, je me rapproche. Ok, donc on va retenter. Si je me rapproche à nouveau, est-ce qu'on entend quelque chose? Parce que là, je crie. Non, mais il faut plus que tu bouges maintenant. Je ne bouge plus. Voilà. Désolé, ça s'appelle les aléas du direct. Hein. Donc, je reprends. Sur Parcoursup, vous pouvez aujourd'hui trouver tout ce que vous souhaitez. Donc, il y a plusieurs concours. Il y a plusieurs types de profils d'élèves et pas uniquement des gens qui n'auraient fait que maths et physique-chimie. Ça, c'est très important de l'entendre parce qu'il y a des écoles qui peuvent recruter plus largement. Il y a différents modes d'admission, que ce soit des dossiers, des écrits ou des oraux, et parfois ça se combine. Et vous avez une majorité d'écoles qui sont regroupées sous des concours communs pour que vous puissiez présenter un maximum de choix parmi les vœux que l'on vous propose dans Parcoursup aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, surtout si le son est très mauvais. Mais en tout cas, voilà, c'est une explication plus globale pour vous montrer ce qu'il en est aujourd'hui sur les possibilités que vous avez dans le système post-bac. Merci Astrid. Je passe la parole à Claude-Gilles Dussap qui s'occupe de recrutement dans les grandes écoles, là encore sur la filière ingénieur, à partir des concours de classe préparatoire. Donc, ton micro est fermé, Claude-Gilles. Voilà qui est fait. Là, j'avais carrément pas de son. Bonjour à tous, bonsoir plus exactement. On va faire un bond de 2 années dans le temps, ou dans le cursus plus exactement, et j'interviens au niveau du service de concours école d'ingénieurs, comme l'a spécifié Laurent Champanet juste avant moi. C'est un service qui va organiser et mettre en œuvre les différents concours post-classe préparatoire. Alors, je vais décrire rapidement le système. Quand on est en classe préparatoire, eh bien, on est dans une des filières de formation, MP, PC, PSI, PT, BCPST, TSI, pour ne nommer que vraiment les principales. Et à la fin de chacune de ces séries, il y a des concours qui sont spécifiques à chacune de ces séries, avec toujours une épreuve de maths, une épreuve de physique. Pour les gens de sciences de BCPST, il y a bien entendu des épreuves de sciences naturelles ou de biologie, plus exactement. Et ces épreuves sont réparties en 4 grandes familles de concours, en particulier pour les filières MP, PC et PSI. Ces grandes familles de concours, eh bien, vous les connaissez parce qu'on en entend parler dans la presse régulièrement. Il s'agit bien sûr du concours XENS, du concours Central Supélec, du concours CCINPE 3A Polytech et du concours MINPON. Chacun de ces concours désignant en fait une myriade d'écoles d'ingénieurs qui sont accessibles à la suite de ces concours. Par définition, alors, et bien évidemment pour les séries plus spécifiques comme le concours, comme la série PT, il y a un concours commun, une banque d'épreuves commune pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs, et il en est à peu près de même pour la série BCPST. Donc, des séries de formation, puis des concours qui portent sur chacune de ces séries. À la suite de quoi, comme leur nom l'indique, ce sont des concours, et à la suite de quoi, à la suite des épreuves écrites et des épreuves orales, on obtient un classement en fonction des résultats que l'on a obtenus, et il appartient aux différents candidats
de hiérarchiser leur choix. Et c'est finalement un moment important dont on parle assez peu quand on est en classe préparatoire, mais qui est un moment très important, qui est véritablement le moment où vous allez classer les écoles par ordre de préférence ou par ordre de souhait, en fonction de ce que vous avez envie de faire, d'une part, bien sûr. Est-ce que vous avez envie de faire de la mécanique, de la chimie, de la biologie, que sais-je, de l'informatique ou encore de l'électronique. Donc, on va classer les écoles en fonction des choix que l'on veut faire, et puis aussi en fonction de leur réputation. Il n'y a aucun mystère à faire là-dessus. Il est certain qu'intégrer l'X ou intégrer Centrale Paris ou intégrer les arts et métiers, c'est un vrai succès au bout de 2 années de classe préparatoire. En tout cas, ce moment de la hiérarchisation des choix est absolument fondamental, parce que c'est ce qui va vous permettre, en fonction et de vos résultats et du classement des choix que vous avez fait, d'intégrer au mieux de l'optimum choix et résultats, d'intégrer une des formations d'ingénieurs, qui, comme l'a dit tout à fait au début de son propos Laurent Champanet, sont réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain. Vous en avez peut-être pas dans toutes les villes de France, mais dans toutes les grandes villes de la métropole, sachant que, effectivement, au bout de 3 ans d'école, eh bien, vous avez un diplôme en poche, un diplôme d'ingénieur qui vous permet d'accéder à des emplois extrêmement variés et qui, finalement, dans les décennies qui vont venir, vont jouer sur des politiques de réindustrialisation du territoire français. C'est donc tout à fait important cet enchaînement classe préparatoire, concours, qui est un enchaînement difficile, puis école d'ingénieur, formation, permet de vous épanouir progressivement dans un métier, dans une gamme de métiers plus exactement, et permet aussi de faire en sorte que vous trouviez un plein épanouissement dans vos carrières professionnelles, car au jour d'aujourd'hui, finalement, le grand objectif des écoles d'ingénieurs et des préparations qu'il y a avant l'entrée en école d'ingénieur, le véritable objectif, c'est d'être en mesure, pendant 40 ans de vie professionnelle, d'évoluer suffisamment rapidement pour s'adapter aux besoins de la société qui, comme vous le savez certainement, sont extrêmement vastes et variés. En tout état de cause, le système de concours, c'est un système rigoureux qui vient finalement terminer tout l'aspect classe préparatoire et qui vient terminer tout ce travail assez intense en classe préparatoire, mais aussi très riche, autour de disciplines fondamentales que sont la physique, les maths, la biologie, les sciences industrielles, l'informatique, qui vient couronner tout ce travail et vous permettre d'entrer dans des différentes écoles. Juste un point pour terminer qui concerne le taux de succès au concours. Finalement, il est très important. Il faut se dire que quand on a une trajectoire en classe préparatoire qui est correcte, eh bien, on est quasiment certain d'intégrer une école d'ingénieurs. Peut-être pas celle du plus haut du tableau, mais une école d'ingénieurs. Et la propriété des formations d'ingénieurs en France, c'est certainement de permettre des débouchés professionnels et des débouchés en industrie et dans le monde du travail qui ouvrent sur des métiers tout à fait importants. Donc, ça vaut le coup de faire classe prépa. On y est bien formé. On a des concours derrière qui sont des modes de sélection, appelons les choses telles qu'elles sont, mais qui permettent véritablement d'avoir un classement et plus tard de s'épanouir dans un parcours de formation et un parcours professionnel. Merci Claude-Gilles. Je passe la parole aux étudiants, donc Jeanne et je ne vois plus son prénom. Et Antoine du Bureau national des élèves ingénieurs. Je les laisse se présenter. Merci Laurent. Voilà, donc l'idée un peu de notre intervention, c'est de compléter les présentations qui ont pu être faites plus de la modalité d'intégration en école par le ressenti qu'on peut avoir nous en tant qu'étudiants, la perception qu'on peut avoir d'une grande école d'ingénieurs. Du coup, pour se représenter peut-être, on est tous les 2 membres du Bureau national des élèves ingénieurs, qui est l'unique association qui représente l'ensemble des élèves ingénieurs, quel que soit le statut de leur école, donc public ou privé, ou le ministère de tutelle, par exemple. Donc voilà, on vous présente un peu les avantages qu'on voit, nous, dans une grande école, les difficultés qu'on peut rencontrer, les qualités et les conseils qu'on peut aussi avoir en tant qu'étudiant, enfin qu'élève ingénieur.
Et par exemple, intégrer une grande école, donc d'ingénieur en l'occurrence, ça va être au-delà de choisir un métier ou une fonction, ça va être choisir un mode d'apprentissage. Et donc, on va apprendre tout ce qui est de la vie étudiante. Donc, dans les grandes écoles, il y a la caractéristique d'avoir beaucoup d'associations sur des thèmes extrêmement variés qui vont permettre de pouvoir exploiter les personnalités, les caractères de chacun, se découvrir un petit peu. On a des associations d'astronomie, d'œnologie, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Et donc, le but, c'est d'apprendre à s'engager pour quelque chose qui nous intéresse et de recevoir et d'apprendre à se connaître et de rencontrer aussi d'autres gens au sein de notre école, donc qui partagent les mêmes intérêts pour la physique, la technique et tout ça, parce qu'on est en école d'ingénieur, mais qui partagent aussi d'autres passions dans la vie. La tête de cette vie du coup étudiante qui est très riche. Je pense qu'en tant qu'élève ingénieur, on a une certaine confiance dans le diplôme qu'on va recevoir à l'issue de nos études. C'est lié au lien qu'on a avec, que les écoles d'ingénieurs ont avec le monde de l'entreprise, à travers le stage en entreprise obligatoire, de la manière d'évaluer aussi les formations ingénieurs. Il y a également la dimension internationale de notre diplôme à laquelle on est assez attaché. Ça tient par exemple à l'obligation d'effectuer une mobilité internationale au cours de notre cursus. C'est vraiment une part intégrante de la formation d'ingénieur qui voilà, confère une certaine ouverture culturelle et linguistique. C'est dès l'entrée en école qu'on va pouvoir avoir également un certain niveau d'anglais qui est lié à la certification au TOEIC qui est obligatoire, donc un gage de qualité aussi dans la formation qui va nous être dispensée, puisque chaque étudiant doit être capable d'arriver à ce niveau au cours de sa formation. Donc, toujours dans ce qui concerne la diversité, donc dans ce qui a été évoqué sur les modes d'admission, il y a énormément de thèmes différents d'écoles d'ingénieurs. Il y a énormément de manières d'apprendre le métier d'ingénieur, que ce soit après le bac, après une classe préparatoire, comme on l'a évoqué, mais il y a aussi, on peut aussi apprendre en alternance, donc avoir déjà un pied dans le monde du travail et un pied à l'école. Donc c'est tout un mode, enfin plein de possibilités pour un métier à la fin. Et apprendre à se connaître, c'est important pour choisir le bon mode d'apprentissage qui nous convient finalement. Mais il faut faire attention à quelques difficultés qui peuvent intervenir. Peut-être pour commencer, monsieur, donc on en parlait tout à l'heure sur la classe préparatoire qui peut précéder l'entrée en école. Je pense qu'il faut être relativement vigilant aussi par rapport à la vie étudiante qui est très riche, mais qui peut aussi se trouver être un piège une fois entré en école. Avec la diversité de projets, de manières de s'engager, d'événements, on peut se retrouver un petit peu pris au piège, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez positif quand même dans le côté grande école d'ingénieur. Et autre point qui peut poser question, quand on parle d'accéder à une grande école d'ingénieur, on va parler aussi du financement de ces écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui sont payantes, des écoles privées d'ingénieurs par exemple, et qui ça peut faire peur. Ça peut faire peur concrètement, le financement des études, parce que le modèle d'école n'est pas forcément compatible avec les jobs étudiants. Ça va être compliqué d'autofinancer en tant qu'élève ces études. Mais il y a des possibilités, pour financer ces études. C'est dommage, ce serait dommage que le financement en lui-même excusez-moi, ce serait dommage que le financement en lui-même constitue un obstacle. Il y a des aides des écoles pour aider à financer les études. Il y a des prêts étudiants, les banques qui font des taux avantageux pour les prêts, par exemple. Donc, ce serait vraiment dommage de se limiter aux simples critères financiers pour accéder à ces études. Voilà, il y a des dispositifs qui existent, il ne faut pas hésiter à s'enseigner dès maintenant. Voilà, il y a des choses qui existent et ne pas s'auto-limiter par rapport à ça. Peut-être pour enchaîner, comme le temps passe, sur les qualités qui sont requises, qui nous paraissent importantes pour une grande école. On s'est posé la question et ça nous a paru un peu difficile de donner une véritable qualité pour intégrer une école et réussir dans une grande école, de par justement la diversité dont parlait Antoine, la diversité
des manières d'arriver en école. On l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, la diversité aussi des formations en elles-mêmes qui existent, qui vont être plus ou moins techniques, plus ou moins spécialisées. Donc pas forcément facile de trouver une qualité, mais peut-être voilà, la volonté et la curiosité euh, qui, euh, qui peuvent être assez voilà, deux qualités à mettre en avant. La volonté d'une certaine motivation d'intégrer une école, puisque bien sûr, c'est nécessaire de travailler en amont, et une motivation pour réussir à garder le rythme pendant toute la formation, et une curiosité, une certaine ouverture à ce qui nous entoure, une envie de le comprendre, en tout cas. Merci à vous deux. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Si vous avez des questions, c'est un conseil qu'on peut donner justement. On passe à une partie questions-réponses. Je vous signale, alors là, vous posez des questions dans la partie discussion. En fait, il y a un outil qui s'appelle questions-réponses sur lequel je vous remercie de poser vos questions parce que sinon, on ne va pas y arriver. Il y a une question qui est peut-on prétendre avec les spécialités physique, chimie, SVT et maths complémentaires en terminale à faire un parcours d'ingénieur en fin de prépa ou encore intégrer une grande école d'ingénieur? Alors, peut-être qu'on peut… sur la partie prépa, aujourd'hui, il est conseillé d'avoir pris la spécialité mathématiques en terminale, la minima en terminale, physique, chimie, enfin maths et physique, chimie en première, plus une autre spécialité scientifique pour aller vers une classe préparatoire. Je ne sais pas, Astrid, si tu veux répondre sur la partie école post-bac. Alors, en espérant que le micro marche, puisque chez moi, a priori, ça saute. Mais oui, j'ai répondu. La question avait aussi été posée dans la discussion de l'autre côté. En post-bac, c'est sûr que sans les maths, ça va être très, très, très compliqué. Mais si vous avez maths et une autre spécialité scientifique, donc je les reprends, SI, NSI, SVT ou physique-chimie, alors là, quel que soit l'autre, vous avez un très large panel d'écoles, pour ne pas dire toutes, qui vont vous accepter. Et il y avait une question en post-bac pour des gens qui auraient que maths et une autre spécialité non scientifique, enfin, qu'on n'appelle pas scientifique, c'est-à-dire sciences éco, même si ça s'appelle sciences. Et là, ce que j'ai pu répondre à la personne, c'est qu'il existe une petite possibilité, puisque, alors nous, le concours Puissance Alpha, on a ouvert un concours spécialement avec quelques places pour ces gens-là, mais je sais qu'il y a quelques écoles indépendantes qui ne font pas partie du concours commun et qui, elles aussi, peuvent être amenées à regarder ces profils plus diversifiés. Néanmoins, sans les maths, quoi qu'il arrive, on est difficilement ingénieur. Ok, merci Astrid. Claude Gilles, tu réponds à la question sur la MP2I? Oui, j'allais le faire. C'est une question intéressante parce que j'ai fait un peu l'impasse là-dessus. Lorsqu'on veut faire de l'informatique, il y a une nouvelle prépa qui s'est ouverte donc au niveau Matsup, là tout de suite, qui est MP2I, qui deviendra l'an prochain MPI pour gérer la deuxième année et qui va conduire à des épreuves qui seront spécifiques à cette filière-là. C'est une filière qui ouvre vers majoritairement des formations qui sont à spécialité informatique, mais qui ouvre aussi vers des écoles généralistes telles que Centrale, qui offrira des places en MP2, sur la filière MPI sans aucun problème. Donc, pour répondre à la question d'Erwan, d'Arroyo, c'est oui, pour rentrer dans une école d'ingénieur généraliste, on peut avoir une spécialité informatique. Il y a relativement peu de places, mais peu de candidats aussi pour l'instant, et c'est une filière qui est amenée à se développer, enfin on l'espère. Merci. Je peux répondre aussi sur la différence de prestige entre le diplôme lorsqu'on fait une école d'ingénieur en alternance. Le diplôme d'une école d'ingénieur, c'est le diplôme de l'école d'ingénieur, alternance ou pas alternance. Voilà, ça, c'est important de le dire. Hein. Ouais. Les diplômes sont les mêmes. Il n'y a aucune mention spécifique sur le diplôme qui précise que vous avez été alternant ou pas. C'est des choses après qu'il faut, dans l'entretien, qu'il faut expliquer et expliquer quel était l'intérêt, pourquoi vous avez fait ce choix et ce que ça vous a apporté. Mais il n'y a aucune trace et il y a en particulier aucune notion de prestige derrière. Est-ce que Jeanne ou Antoine peuvent répondre à la question
du stress sur la prépa. On dit, comment avez-vous vécu le stress de la prépa? Y avait-il même du stress dans la prépa? Je pense que là, c'est vraiment très, très personne dépendant. Et justement, je trouve que la diversité des manières d'accéder à une école d'ingénieur permet de pouvoir régler ce genre de choses en essayant de se connaître avant et de savoir comment on va réagir par rapport au stress. Peut-être que voilà, une prépa intégrée ou une passerelle pour arriver en école d'ingénieur va être plus adaptée. Je pense que c'est plus une question d'adaptation qu'autre chose à sa manière de fonctionner. Personnellement, j'ai fait une prépa intégrée, donc en sortie de bac. C'est des moments qui sont stressants. Après, je pense que l'encadrement qui nous est donné en école d'ingénieur permet justement d'être accompagné au mieux et de pouvoir recevoir de l'aide nécessaire tout au long de la prépa. Et je vais pas pouvoir Vas-y. beaucoup compléter, comme j'ai fait aussi une prépa intégrée. Et ce que je peux rajouter, c'est que justement, là, quand on est déjà en prépa intégrée ou même en prépa, avoir son objectif en ligne de mire, rentrer dans un cursus ingénieur, ça va être ça qui va permettre de transformer le stress en bon stress, qui va permettre ce qu'on appelle le bon stress, c'est ce qui va permettre d'être plus efficace pour apprendre, par exemple, de faire augmenter la motivation. Il y a une question là, est-il possible de rentrer en prépa PSI ou MPSI en n'ayant pas fait l'aspect maths expert, mais seulement maths et physique chimie? Je pense que la réponse est oui. Je sais pas, Oui. Ok. Comment fonctionnent les sélections post-prépa au sein des fédérations d'écoles d'ingénieurs? En fait, dans le processus que Claude Gilles a précisé tout à l'heure, en fait, on postule sur chaque école, des fédérations d'écoles ou pas, vous candidatez sur chacune des écoles qui fait des classements indépendants. Il n'y a pas de, même si c'est dans un groupe de concours qui représente toute une catégorie d'écoles, vous faites des candidatures indépendantes école par école et les classer et être appelé ou non sur chacune des écoles. Et même spécialité par spécialité. Il y a plus de 500 spécialités possibles sur les choix que vous pouvez, si vous avez passé tous les concours, que vous pouvez afficher. Alors, ensuite, Astrid voulait répondre sur la LV2. Non? Astrid, tu as cliqué que tu voudrais répondre à la question sur la LV2. Non? Ton micro est coupé. Donc Je l'écris. En fait, j'écris directement à la personne puisque c'est très spécifique. Une personne qui nous demande ce qu'il en est pour LV2 post-bac. Je lui dis que ça dépendait vraiment de chaque école, mais que ce n'était pas éliminatoire en général. Je réponds en direct sur la question des stages en école. C'est très variable en fait. Donc, le nombre de semaines de stage, pour qu'une école puisse délivrer un diplôme d'ingénieur, la commission des titres d'ingénieur qui l'autorise à le délivrer demande à ce qu'il y ait un nombre minimal de semaines de stage 28 qui est 28 semaines de stage, c'est ça. Mais après, vous avez des écoles, il y en a beaucoup plus. Il y a des écoles en 5 ans qui proposent des stages dès les premières années, donc vous pouvez aller jusqu'à quasiment 1 an de stage cumulé sur le cursus. Et puis, alors ça, c'est ce qui compte dans le cursus. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement rajouter des stages pendant des césures sur un semestre ou sur 1 an qui vont contribuer à votre formation, mais qui ne font pas partie intégrante de la formation. Je ne sais pas si Jeanne voulait rajouter quelque chose. Ça, c'était pour compléter sur le nombre de stages, de semaines de stage. D'accord. Il y a une question. Sur le concours ABCPST, cette année, le nombre de places, je ne l'ai pas. C'est quasiment identique à celui de l'an dernier, mais je ne l'ai pas. C'est tout à fait conforme au nombre de candidats, mais je n'ai pas le chiffre exact. Il y a une question, Astrid, est-ce que tu sais répondre à la question qui est venant d'une école internationale qui n'est pas située en France, je n'ai pas les mêmes matières et spécialités qu'avec le bac français, comment fonctionnent les candidatures avec le bac international? Tu sais répondre à ça? Ou plus ou moins, oui. Alors, en réalité, ça va dépendre de chacun, puisque les concours communs utilisent les notes qui sont données dans Parcoursup. Donc, à partir du moment où les notes qui sont dans Parcoursup ne correspondent pas aux notes classiques et aux mêmes matières,
il peut y avoir deux possibilités. Si je prends l'exemple de Puissance Alpha, nous, on explique aux étudiants internationaux qu'il faut qu'ils aillent voir chaque école, puisque des écoles ont leur propre recrutement international. Parfois, il existe des concours communs qui sont en commun dans Parcoursup et qui vont aller étudier, parce que ces notes de façon à part. Il faut vraiment regarder au cas par cas, mais en général, je dis toujours à l'étudiant de d'abord se renseigner sur l'école, parce que bien souvent, si le dossier n'est pas identique, on ne va pas pouvoir l'évaluer de la même façon. Et donc, il y a deux procédures qui sont souvent bien différentes. Sinon, les étudiants internationaux seraient défavorisés. C'est pour ça qu'on les renvoie d'abord vers l'école et bien souvent, l'école a sa propre étude pour les dossiers internationaux pour ne pas les défavoriser. OK. Je réponds rapidement. Là, il y a une question. Quelqu'un qui a lâché les maths en terminale pour regarder des options scientifiques et qui a pris simplement maths complémentaires. A priori, les classes préparatoires demandent à ce qu'il y ait la spécialité maths en terminale. Donc, pour aller vers une classe préparatoire, ce n'est pas forcément la partie adaptée. Vous pouvez aussi rejoindre une grande école après un bachelor ou après un BUT. Hein, il y a aussi beaucoup de places. Hein, donc, ça ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas aller dans une grande école. Alors, les avantages d'une prépa intégrée, alors, puisque les jeunes là, qui avaient fait une prépa intégrée, est-ce que vous pouvez répondre? Je pense que sur la prépa intégrée, les avantages que je vois, c'est déjà qu'on peut effectuer toute sa scolarité dans le même établissement, ce qui peut, on peut le voir comme un avantage ou un inconvénient, mais je le vois plutôt comme un avantage. Je pense qu'on sait aussi dès le début quelle spécialisation on va choisir quand on a une visibilité à long terme, qui peut aussi éviter justement le stress dont on parlait tout à l'heure de la CPGE, de passer 2 ans sans savoir sur quoi on va finir par tomber. Donc là, voilà, vraiment une visibilité avant, peut-être aussi sur le côté un peu plus concret qu'en prépa, avec davantage de travaux pratiques dès les 2 premières années post-bac. Voilà, et un premier stage ouvrier aussi qui est en place dans la plupart des écoles post-bac, en prépa intégrée, qui va se faire en prépa. Alors, je réponds à 2 questions en même temps qui sont est-ce qu'il est nécessaire de faire une prépa intégrée pour faire une prépa pour intégrer une bonne école d'ingénieur et quel type de formation recommandez-vous précisément pour une intégration en admission parallèle? Alors, il n'y a pas que la prépa qui emmène dans les écoles, dans n'importe. Alors, après, les écoles recrutent plus ou moins, faut regarder sur leur site de monde en admission parallèle, c'est-à-dire en dehors des concours classe prépa, mais toutes les grandes écoles recrutent sur des admissions parallèles. Et après, quel type de formation? Aujourd'hui, pour des écoles d'ingénieurs, l'admission parallèle, qui n'en est presque pas une, hein, c'est de passer par un DUT ou un BUT. C'est là qu'il y a le plus de gens qui rentrent dans les écoles. Mais il y a aussi dans toutes les écoles des admissions sur des cycles licence de maths, licence de physique, licence de sciences de l'ingénieur. Et puis se développent de plus en plus des recrutements sur les bachelors des écoles d'ingénieurs. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais dans les recrutements de Parcoursup, il y a des parcours d'école en 5 ans, mais il y a aussi des bachelors d'école, de plus en plus de bachelors d'école d'ingénieurs qui permettent après de rejoindre la même école ou une autre école par des admissions sur des concours différents. Astrid, tu levais la main tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Il y a une question sur une élève qui demande est-ce que faire une école post-bac, c'est se fermer des portes? En fait, une école post-bac n'est pas une école spécialisée. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que et là, on a 2 exemples qui pourront certainement nous en parler, puisque les 2 élèves nous ont dit avoir fait des prépas intégrés, donc post-bac, mais une école post-bac, il n'y a pas une spécialisation d'office. Alors, évidemment, il y a un panel de spécialisation que va vous proposer l'école. Donc, il faut quand même déjà avoir une toute petite idée, mais il n'y a pas, ça ne vous coupe aucune porte, sauf si vous faites une école de chimie alors que vous rêvez de faire de l'aéronautique. Mais ça, je pense que dès le début, globalement, le nom de l'école que vous choisissez vous indique, alors il y en a qui sont totalement généralistes, donc là, ça vous indique que tout est possible, et puis il y en a qui vous indiquent que vous avez un domaine de prédilection, mais vous le savez déjà en terminale.
que si vous n'aimez pas la chimie, vous n'allez pas vous mettre dans une école de chimie. Et au contraire, si vous aimez ça, vous allez pouvoir y aller. Ça ne prédispose pas au type de spécialisation que vous aurez néanmoins derrière. Donc, c'est là-dessus que je voulais répondre. Sinon, ça ne vous ferme pas de porte. Alors, je réponds aussi, il y a une question sur l'alternance. Y a-t-il des écoles qui prennent spécifiquement l'alternance? Oui, il y a des écoles dans lesquelles tous les étudiants sont en alternance. Il faut regarder sur le site des écoles. Il y en a dans lesquelles tout le monde est sous statut étudiant, et puis il y en a qui proposent les deux cursus pour un même diplôme, ou des écoles qui proposent certains de leurs diplômes sous statut étudiant, d'autres sous statut d'alternance. Il faut regarder sur le site des écoles. Il y a des questions sur les niveaux mathématiques nécessaires pour les études post-bac à peu près. Je ne sais pas si on sait répondre à cette question-là. Non, en fait, on ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que ça va dépendre du concours, ça va dépendre des. Il ne faut pas oublier que ça va dépendre du type d'école que j'ai choisi en face, ça va dépendre également des gens que j'ai en face de moi, parce que ça s'appelle un concours. Hein. Donc, si tout le monde a 18 de moyenne et que j'ai 15, je ne passerai pas non plus. Ce n'est pas une note dans l'absolu. Donc, le niveau, c'est voilà, répondre à un niveau comme ça, c'est compliqué. Et puis, d'un lycée à l'autre, ça peut changer. En tout cas, ce qui est certain, et ce qu'on peut conseiller quelque chose, c'est de le tenter. C'est de le tenter parce qu'aujourd'hui, en post-bac, il n'y a pas un concours qui se contente de regarder vos notes de maths et de physique. Il regarde beaucoup plus de choses que ça. C'est des dossiers qui sont tous étudiés de façon beaucoup plus complète. Alors évidemment, si on a 3 de moyenne en maths, non, je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Mais globalement, il faut quand même le tenter et se rendre compte que voilà, il y a des possibilités, il y a d'autres possibilités. Juste ouais, vas-y. Une question sur, à nouveau, MPI et puis le nombre de places offertes. C'est vrai qu'il n'est pas publié puisqu'on est en cours d'analyse des nombres de places que l'on affichera en 2023 hein, pour le concours MPI. Ce que je puis dire, c'est que les premières estimations que l'on a, c'est que le rapport entre le nombre de places et le nombre possible de candidats sera, je ne devrais pas le dire, mais peut-être plus important que ce qu'il est sur les autres séries. Ce n'est pas pour vous pousser vers cette filière-là, mais les premières estimations que l'on a, c'est au moins égal à ce qu'on a en MP ou PC. Il y avait une question technique, Laurent, sur Parcoursup, parce que les gens sont très inquiets, ils nous demandent, beaucoup de concours prennent en compte le niveau de l'élève vis-à-vis de son groupe, parce que c'est des infos que nous avons dans Parcoursup. Et la question était, est-ce que c'est dans le groupe de spécialité ou est-ce que c'est dans les groupes de classe? Parcoursup nous indique toujours par rapport, alors ça va dépendre de la matière, c'est-à-dire que pour les matières qui sont communes, ce sera le groupe de la classe, et pour les matières qui sont de spécialité, ce sera les matières de spécialité, parce que si dans ta classe, un élève, il n'y a que 4 élèves qui font des maths et qui se retrouvent dans un groupe de spécialité avec les autres élèves des autres groupes, on ne va pas comparer l'élève à la classe, ça n'aurait pas de sens. On va le comparer au groupe de spécialité. Donc, Parcoursup nous donne bien la bonne information. Le but, c'est d'évaluer si le niveau de l'élève vis-à-vis d'un panel qui constitue une vraie référence. Donc, nous avons l'info dans ce sens dans Parcoursup. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui convergent entre prépa intégrée et prépa classique. La différence essentielle, c'est que quand vous prenez une prépa intégrée, vous vous adressez à une, voire une famille d'écoles. Quand vous prenez une prépa classique et du jour où vous rentrez en sup, quelque part, vous avez l'éventail de pratiquement toutes les écoles possibles. Alors, bien entendu, vous ne serez pas forcément en mesure d'intégrer n'importe laquelle de ces écoles, mais vous n'avez pas fait de choix encore véritablement d'école, puisque ceci se fera au moment où vous passerez les concours et au moment où vous les réussirez. C'est la différence essentielle entre prépa intégrée et prépa classique. C'est la raison pour laquelle il y a un peu plus de pression en prépa classique qu'en prépa intégrée, qui sont plus focalisées vers des formations qui sont, elles, spécifiquement et précisément connues. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. C'est ça, c'était bien 17h15. Juste pour clore, je réponds à une dernière question qui est, quand on parle des grandes écoles, on discute souvent les très grandes, prestigieuses des autres. Alors, le prestige, c'est vous qui vous le fixez. Hein. Nous, les grandes écoles de la conférence des grandes écoles, c'est des écoles qui délivrent des diplômes au niveau master qui sont
reconnu par certaines accréditations ou un appareil d'école d'ingénieur. Donc, sur le site de l'école, vous avez un tampon de la commission du titre d'ingénieur qui dit que le diplôme est accrédité. Et il y a effectivement d'autres écoles. Vous pouvez les reconnaître parce que leurs diplômes n'ont pas ces accréditations. C'est ce qu'on appelle des titres inscrits au répertoire national des compétences professionnelles. Donc, vous n'avez pas cette côté reconnaissance du diplôme. Et c'est ce qui va faire la différence entre une grande école et une autre école qui est là. Je suis désolé, il y avait beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais vous pouvez trouver des réponses aussi auprès des écoles que vous pouvez rencontrer sur BCPST le en ayant les abandonné stands. la SVT, oui, on peut faire. Voilà. Je vois ça. Je ne sais pas où est Marie. Est-ce que il faut qu'on s'arrête? Je pense que oui. Oui, merci beaucoup. C'est vous qui arrêtez le système. Bonsoir à Oui, tous. merci. Merci et à bientôt sur nos stands. Et donc, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve dans un quart d'heure pour la prochaine conférence sur les écoles de management. Merci à toutes et tous.